La dernière chose attendue de 4 alpinistes de haute altitude est de les voir lentement mourir. Pourtant, dans la nuit du 15 janvier 2026, c'est précisément ce qui se produisait inexorablement. Ils avaient déjà accompli l'exploit que presque personne ne réalise en plein mois de janvier. L'équipe victorieuse se préparait enfin à rentrer à la maison, épuisée mais satisfaite de sa performance. C'est alors que la montagne hostile a finalement décidé de ne plus les laisser tranquillement partir. Ce n'étaient pas des amateurs qui ne comprenaient rien. Chacun d'entre eux avait passé des années à apprendre les effets de l'altitude sur le corps humain. Ils se tenaient au sommet du 5e plus haut pic de la planète, avec un immense sentiment de fierté. Toutes les raisons portaient à croire qu'ils parviendraient à descendre en toute sécurité avant la nuit. Il y avait juste un énorme problème, car ils ne sont finalement jamais redescendus tous ensemble. Depuis la descente dans l'obscurité, les dernières heures furent absolument décisives pour l'équipe. La question que personne ne cesse de se poser est à quel point la survie est devenue impossible. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler du Makalu, et ce n'est certainement pas un hasard. Pour 100 personnes qui atteignent son sommet, 13 meurent tragiquement en essayant de le gravir. Les vents sur le Makalu en janvier ont été mesurés à plus de 200 km/h. Le cerveau fonctionne avec environ un tiers de l'oxygène dont il a besoin pour ne pas s'éteindre. L'équipement qui existe spécifiquement pour maintenir une personne en vie cesse tout simplement de fonctionner. En 2066, une seule expédition dans l'histoire avait atteint le sommet du Makalu en plein hiver. En troisième cesse, l'alpiniste Jean-Christophe Lafaille est parti seul sur le Makalu et n'est jamais... La montagne ne fait aucune distinction entre les prudents et les imprudents. Elle garde ce qu'elle prend. Le chef de l'expédition de janvier 2026 était l'expérimenté guide de haute montagne Sanou Chef. Sanou est la seule personne dans l'histoire à avoir gravi 2 fois les 14 000 milles de la planète. Sa carrière de guide s'est construite sur un jugement sûr, accumulé pendant des milliers d'heures en altitude. Son jeune frère, Perba Nguelu Sherpa, faisait également partie de cette équipe de professionnels aguerris. Il comptabilisait 19 ascensions réussies de l'Everest, ce qui est un record absolument incroyable pour un... Le troisième grimpeur, le client payant, était un Iranien de 42 ans nommé Abou Fazil Gholi était titulaire du Snow Leopard Award, l'une des récompenses les plus exigeantes de l'alpinisme. Il avait gravi le Lhotse, la 4e plus haute montagne du monde, entièrement sans oxygène supplémentaire. Ce qui reliait les 4 hommes était un échec partagé que personne n'avait réussi à oublier. Sanou et Perba avaient été contraints de rebrousser chemin l'hiver précédent, si près du but ultime. Gouali n'avait jamais achevé une ascension hivernale d'un 8000 Himalayens, un manque dans son palmarès. Leur motivation intense est une arme à double tranchant, poussant au-delà des limites raisonnables. Le 13 janvier, l'équipe avait atteint le camp 3, une progression inhabituellement rapide pour la saison. Ils n'avaient pas établi de camp 4 et aucune corde fixe n'était posée sur les sections supérieures. Le raisonnement n'était pas irrationnel, car la vitesse est une forme de sécurité en haute altitude. Alors qu'ils étaient au camp 3, ils reçurent un message annonçant l'approche d'une très forte tempête. Ils devaient prendre une décision immédiatement, soit redescendre à tendre, soit lancer l'assaut final cette nuit. Imaginez-vous dans cette tente, portant l'échec de l'année passée, avec le sommet juste au-dessus. Ce phénomène psychologique altère gravement l'évaluation des risques en haute altitude. Sanou connaissait tous ces risques, mais il a pris la décision d'y aller quand même cette nuit. Ils ont grimpé toute la nuit dans l'obscurité, sans corde fixe pour les passages les plus techniques. Les températures extrêmes rendaient chaque respiration un véritable combat physique pour rester en vie. En altitude extrême, le corps ne reçoit jamais assez d'oxygène et gère un déficit permanent pour survivre. Les doigts s'engourdissent à l'intérieur des meilleurs gants que l'on puisse trouver sur le marché. Le cerveau envoie un signal qui devient de plus en plus fort à chaque nouvelle heure qui passe. Les grimpeurs qui survivent sont ceux qui ont appris à entendre ce message et à le dépasser. Ils n'ignoraient pas les signaux, mais avaient construit quelque chose de bien plus fort que la douleur. Ces 4 hommes Posséder cette force intérieure, développée tout au long de leur vie d'adulte. Le matin du 15 janvier 2026, ils se tenaient tous les 4 au sommet du redoutable Makalu. Le sommet n'est que la moitié du chemin, et chaque alpiniste expérimenté connaît cette terrible vérité.
Si vous aimez ces histoires intenses, soutenez Flippantes Histoires en vous abonnant et activant la cloche dès maintenant. Il sait que plus d'alpinistes meurent à la descente qu'à la montée, l'euphorie laisse place à la concentration. La descente commence avec un corps aux limites de ses capacités et un esprit à une fraction de sa lucidité. Les statistiques ne sont pas ambiguës, car plus d'alpinistes meurent pendant la descente que pendant l'ascension. L'objectif était simple et direct, atteindre le camp 3 pour se reposer avant de continuer à descendre. Pendant la descente, les 4 hommes se sont naturellement séparés en 2 binômes distincts sur la montagne. Lakpa avançait en tête, suivi de près par Perba, tandis que Sanu et Goali étaient encordés plus loin. Durant les premières heures, tout semblait normal. Ils étaient épuisés mais progressaient à un bon rythme. Puis, vers 7500 mètres, Perba Angelu Sherpa a dit quelque chose d'extrêmement alarmant à son compagnon. Il a simplement prononcé quelques mots, il lui a dit qu'il se sentait tout à coup très somnolent. La somnolence en altitude n'est pas une fatigue ordinaire, c'est un symptôme grave de l'hypoxie cérébrale. Lakpa avait passé suffisamment de temps en altitude pour comprendre immédiatement ce qu'il entendait de sa bouche. Il a fait ce que tout guide expérimenté fait dans ce cas. Il a continué à parler à Perba sans s'arrêter. La technique semblait fonctionner, car Perba répondait et il continuait de bouger malgré sa grande fatigue. Puis Lakpa s'est retourné pendant quelques secondes, et quand il a regardé à nouveau, Perba avait disparu. Il avait glissé sur une section raide à droite de l'itinéraire, emporté par la pente glacée. Quand Sanu et Goali sont arrivés, ils ont trouvé Lakpa en larmes, incapable de pouvoir parler. Sanu n'a pas hésité une seule seconde. Son frère venait de passer par-dessus le bord de la montagne. Quelque part en dessous, Perba était peut-être encore en vie, blessé et attendant désespérément de l'aide. Il s'est tourné vers Goali et lui a ordonné de rester sur l'arête pendant qu'il chercherait son frère. Goali lui a répondu de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'il descendrait seul et à son propre rythme. Ils ont cherché pendant 30 longues minutes dans la neige, criant son nom sans aucune réponse en retour. Ils ont trouvé Perba environ 200 mètres en dessous de la voie. Il gisait immobile dans la neige profonde. Il savait qu'il ne pouvait pas l'atteindre et qu'il allait devoir le laisser ici pour toujours. Il y avait encore un client qui l'attendait sur l'arête au-dessus. 30 minutes s'étaient déjà écoulées. Quand ils sont revenus à l'endroit où ils avaient laissé Goali, il n'était tout simplement plus là. L'explication la plus naturelle était qu'il avait simplement fait ce qu'il avait dit et commencé à descendre. Vers 76h30, ils l'ont vu debout sur une section plate de l'itinéraire, à environ 100 mètres devant eux. Ils étaient soulagés de le voir et ont donc continué leur progression rapide pour le rejoindre au plus vite. Lorsqu'ils ont atteint l'endroit où ils l'avaient vu se tenir, Abou Fazul Goali n'était plus du tout là. Un homme visible avait disparu d'une section plate de la descente en quelques minutes à peine. Ils ont continué de descendre jusqu'au camp 3, où un Sherpa de soutien les attendait avec des boissons chaudes. Quand Sanu et Lakpa sont arrivés et ont demandé où était Goali, il les a regardés fixement sans comprendre. Ils ont ensuite continué dans le noir jusqu'au camp 2 et ils ont vérifié absolument chaque tente. À ce moment-là, les 3 Sherpas étaient actifs depuis près de 36 heures sans aucune pause. Ils ont cherché pendant ce qu'il restait de la nuit, appelant son nom jusqu'à ne plus avoir de voix. La théorie qui a émergé était simple. Goali a probablement été victime d'une terrible chute mortelle. La tempête qui avait forcé la décision de l'équipe n'est finalement arrivée que le lendemain, le 16 janvier. Sanu est finalement redescendu avec une grave blessure à la jambe et un immense sentiment de culpabilité. Malgré sa blessure et son chagrin, Sanu est reparti en montagne car il n'était pas prêt à abandonner. Perba et Goali resteront donc en permanence sur le Makalu, là où la montagne les a finalement emportés. Ces hommes ne sont pas des imprudents, mais bien des alpinistes parmi les plus expérimentés du monde entier. Et la montagne en a pris d'eux, non pas dans la tempête, mais dans le calme qui a suivi le succès. Sanu Sherpa est rentré à la maison sans son frère. La montagne se moque de vos exploits passés. Jean-Christophe Lafaille, une légende de l'alpinisme, a disparu exactement de la même manière quand le coût d'un exploit historique est payé par la vie de ceux qui l'ont rendu possible. À qui appartient? À quel moment un incroyable triomphe se transforme-t-il en une histoire complètement différente et tragique? Et vous, que pensez-vous de leur décision? Partagez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à Flippantes Histoires.